Donc, j'appelle Patricia Medina à me rejoindre sur scène tout de suite pour nous en parler. Alors, Patricia, tu es médecin, spécialiste, et puis tu es rentrée dans notre métier, et tu vas nous expliquer comment. Voilà. En fait, je ne suis pas censée d'être là, en fait. Parce que si je fie aux tendances que mes collègues ont dit, je suis une femme, je suis une migrante. Ça m'excuse tous les fautes de français que je ferai certainement pendant ma présentation. Et en plus, je suis une mélange d'émigrés européens qui sont fuis de la famine pour aller au Brésil. Et aussi, j'ai une arrière-grand-mère qui est amérindienne, qui a été une population complètement ravagée pour les colonisateurs portugais dans mon pays. Donc, je ne suis pas censée être là, mais je suis quand même. Je ne me camberai pas. Et la question que se pose, c'est qu'est-ce qui arrive dans la santé? Parce que la santé, on la imagine un truc parfait. Il ne faut pas que les médecins font différence entre les hommes et les femmes. Mais en fait, il y a des différences biologiques assez frappantes entre les hommes et les femmes. Et comment on résout ces problèmes-là? Donc, la question que se pose, c'est est-ce que les genres dans la santé, il va au-delà des différences biologiques ou pas? Et en fait, ça va au-delà de là, malheureusement. Moi, je suis une experte chez Kantar des études de santé. Mon métier, il est majoritairement centré sur la big data en santé. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand on fait nos études, il faut qu'on se prépare. Il ne faut pas qu'on torture les données. Il faut parler les données sans les torturer, bien sûr. Il faut qu'on comprenne les données qui remontent de nos études. Et pour ça, on fait beaucoup de recherches. Et on voit, par exemple, que ça dépend de la maladie. Les femmes, elles peuvent être privilégiées ou elles peuvent être méprisées dans les soins de santé. Donc ici, c'est un chiffre qui se répète pas qu'en France, mais c'est partout au monde. J'essaie de ramener des choses qui sont globales plutôt. Donc, une femme qui se présente avec un symptôme cardiovasculaire, elle est deux fois elle est souvent prise comme attente d'anxiété. Elle va souvent au psychiatre, par exemple. Pendant que si un homme se présente avec les mêmes symptômes, ce n'est pas du tout comme ça que ça passe. Il va direct au cardiologiste. Et ça, une fois qu'elles sont diagnostiquées, maintenant on a un diagnostic clair. Qu'est-ce qui arrive? Les femmes, elles reçoivent moins de soins bénéfiques, médicaments et réhabilitation, par exemple. Donc on a malheureusement les stéréotypes qui sont représentés dans la grande consommation, etc. Malheureusement, ils sont aussi dans la santé. Parce que, par exemple, ici, je ramène l'exemple des maladies cardiovasculaires. C'est une maladie plutôt, quand on pense à une personne qui a un infarctus, on pense à un homme. Mais les femmes, elles ont des infarctus aussi. Et les femmes, elles meurent plus que les hommes après qu'elles ont l'infarctus. Donc, c'est vraiment un point à faire attention. Les médecins ne sont pas immunes aux stéréotypes. Il faut qu'il y ait des changements dans ce sens. Mais ça peut être au contraire. Il y a des moments où les femmes peuvent être privilégiées. Par exemple, c'est le cas de l'ostéoporose, qui est vue comme une maladie féminine. Donc, les médecins, ils sont attentifs à ça. Et à ces moments-là, ce sont les hommes qui sont méprisés, en fait. Les hommes sont les hommes qui reçoivent moins de soins, moins de médicaments, moins de screening, c'est le dépistage de l'ostéoporose. Donc, ce n'est pas une question de femmes fragiles. L'égalité entre les genres, il faut qu'elle soit respectée dans toutes les maladies, au-delà des stéréotypes. Et on est très loin de cela dans le domaine de la santé, malheureusement. Une autre question, c'est la question de développement des médicaments. Donc ici, je ramène l'exemple du cancer du sein masculin, parce qu'il n'y a pas de test de médicaments fait à un homme, parce que c'est un cancer rare chez les hommes. Mais une fois qu'ils sont atteints d'un cancer du sein, ils sont guéris avec des médicaments qui ont été testés exclusivement dans les femmes. Donc il y a un vrai problème. Et aussi, par exemple, ça commence à s'améliorer au fur et à mesure. Aujourd'hui, ça, ce n'est pas un problème. Mais si je remonte à 10-20 ans en arrière, les femmes, elles ne faisaient pas partie des études qui testaient des médicaments. Donc, plusieurs médicaments ont été développés pour les femmes dans des textes exclusivement masculins.
Donc, il y a eu beaucoup de progrès, surtout dans les industries pharmaceutiques. Donc, ils ont pris, pour plusieurs raisons, cette question. Et aujourd'hui, on garde, dans la plupart des essais cliniques, la parité homme-femme. Il faut que ça continue comme ça. Une autre question qui touche la santé aussi, qui va au-delà des différences biologiques et au-delà de la prise en charge, c'est la question quand une maladie touche un foyer. Et à ces moments-là, comme dans la grande consommation, que les femmes, vous avez vu mes collègues, sont elles qui font les tâches ménagères. Parmi les 8 millions de Français qu'on a comme aidants informels d'une personne qui est atteinte d'une maladie au foyer, la plupart, malheureusement, sont des femmes. Ici, on va au-delà de ça, dans un sujet qui est assez à la mode aujourd'hui, qui sont les maladies rares. La plupart des maladies rares touchent les enfants à très jeune âge. Et à ce moment-là, quand on étudie ces maladies rares, c'est très difficile de faire recruter des personnes qui ne sont pas des mères. Sont elles les plus impliquées à côté des pères, bien sûr, mais sont la majorité du burden, de la charge, du fardeau de cette maladie, elle est sur la femme et sur la mère en priorité. Donc, quand on interroge ces femmes, c'est une étude qu'on a fait récemment dans une maladie rare en France, de chaque 4 femmes, 3, elles ont été obligées de quitter son emploi. Et les unes qui continuaient avec son emploi, elles étaient sévèrement handicapées dans sa carrière à cause de plusieurs manque, absence dans le travail, nécessité besoin de flexibilité dans ses horaires, etc. Donc, il y a beaucoup de progrès à faire comme société dans ces coins-là aussi. Et ça vient avec les actions. Donc, il faut aller au-delà de la biologie. Il ne faut pas penser que les médecins sont parfaits. On est loin d'être parfaits. Et, il y a plusieurs chiffres qu'on fait attention quand on est médecin. Les médicaments, les plus efficaces, moins efficaces, les plus safe, moins safe. Mais il faut aller au-delà. Il faut reconnaître qu'il y a des inégalités dans la prise en charge. Donc, il faut que les chiffres commencent à parler parce que les médecins puissent avoir la conscience qu'il y a un truc qui ne se passe pas super bien dans leur domaine aussi. Et aussi, aujourd'hui, on voit ça qui gagne espace dans la santé, c'est les patients qui commencent à devenir un protagoniste de sa santé. Et ça, chez les hommes, chez les femmes, il faut que ça continue. Et j'ai décidé de ramener dans la question d'inspiration et d'engagement. Dans la souffrance, on peut trouver notre force aussi. Donc, il y a 2 associations de patients et on a plein en France qui se développent en réseau de soutien aux personnes malades. Donc, par exemple, Rose Up, c'est une association qui aide des femmes atteintes de cancer et qui a été fondée pour une personne qui a été atteinte de cancer du sein. Et aussi, dans nos recherches, on utilise plusieurs agences parfois qui nous aident dans le recrutement de patients. Et parmi les agences qu'on utilise, on a Liberating Research, qui est une agence du Royaume-Uni qui a été créée pour une femme atteinte de sclérose en plaques. Et c'est cette voix que les patients, soit les femmes, soit les hommes, c'est cette voix de patient qu'il faut qu'elle remonte parce qu'on puisse corriger les inégalités qui existent. Voilà. Merci Patricia. La voix d'un grand médecin et d'une grande chercheuse chez nous.